Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé, ravi de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Il a franchi la ligne d'arrivée ce matin à 9h21 et 30 secondes. Carl Chipotel, seul Guadeloupéen engagé dans la Mini Transat Île de Guadeloupe, aura mis un peu moins de 17 jours pour allier Lanzarote à Pointe-à-Pitre. Il est 19e dans la catégorie série. Une arrivée très attendue. Tout son comité d'accueil avait répondu présent. Le reportage d'Éric Pommier. C'est l'euphorie des grands jours sur le ponton du Memorial Act, car le Chipotel est enfin sur la terre ferme après avoir franchi la ligne d'arrivée à 9h21 précise ce matin. On pourrait s'y tromper, car le Chipotel est accueilli comme un vainqueur de la Mini Transat. C'est en fait en 19e position que l'enfant chéri de la Guadeloupe a terminé sa mission au prix d'une compétition où la concurrence lui a mené la vie dure. Qu'importe, le Guadeloupéen voulait avant tout rentrer à bon port. Je me suis battu tout ce que je pouvais, j'ai donné tout ce que j'avais, malheureusement ça donne qu'une 19e, oui, la première étape, je n'ai pas pu exploiter en fait, comme je l'aurais voulu, en fait, un bateau que je connaissais encore relativement mal. Ça a été un peu mieux pour la deuxième étape, mais je le disais à l'instant, l'essentiel n'est pas là, je le disais, d'autres viendront à ma place. Et ceux-là, on aura des raisons d'être totalement fiers d'eux en matière de résultats. 15 minutes auparavant, Carl Chipotel est à la proue de son bateau. Visiblement, le grand large lui a fait du bien. Le skipper semble en forme, fier de ce qu'il vient d'accomplir. Et puis, il y a la Guadeloupe qui est venue saluer son exploit, celui d'avoir osé. Carl Chipotel mesure à peine qu'il vient de traverser l'Atlantique seul et en solitaire. C'est toute cette foule qui le lui rappelle et confirme qu'il est bien chez lui, à la maison. Quant au souvenir de cette Transat 2015, il en garde quelques épisodes dans la tête. Je n'ai pas fait cette course en solitaire. Dès la première semaine, dès le 4e jour, en fait, avec Vincent et Henri, et d'autres Seb qu'on a rencontrés un peu plus tard, on restait en contact, mais pas pour rester en contact, on se tirait un petit peu la boue en fait. Ça créait une émulation pour nous faire avancer de plus en plus vite. Et à ce jeu-là, on avançait, on a remonté tout le terrain parce qu'on n'était pas très bien au début. Voilà. Carl Chipotel arrivé à domicile, on pourrait croire que le rideau peut enfin tomber sur l'édition 2015, mais la Mini Transat continue, d'autres arrivées sont prévues dans la foulée. Peut-être pas aussi sucrées que celle réservée au skipper saint-anais, seul représentant en effet du pays Guadeloupe. Et notez d'ailleurs que le village de la Mini Transat ouvrira ses portes demain. Plusieurs concerts gratuits auront lieu notamment, Steel Band et Missier Sadique, un village qui avait été annulé en raison de l'actualité nationale. Justement, c'est aujourd'hui le 3e jour de deuil national après les attentats perpétrés vendredi dernier à Paris. Hier, les Guadeloupéens ont respecté 1 minute de silence en hommage aux victimes. De leur côté, les élèves de Bainbridge ont décidé de traduire leurs émotions sur un mur d'expression. Des slams et des poèmes avaient leur place ce matin à l'heure de la récréation. Le reportage de Richard Scott-Tamar. Notre mère patrie fut touchée en plein cœur. Les élèves de Bainbridge ont décidé de s'exprimer face aux attentats qui ont touché Paris le vendredi 13 novembre. Ils ont utilisé leur récréation pour proposer à leurs camarades de classe un spectacle vivant inspiré par ces tragiques événements. Qu'on devienne un Nelson Mandela, même si ce n'est pas pour autant qu'on les oublie, c'est montrer qu'on est mature. Alors on a pu constater que les lycéens étaient vraiment très touchés par ce qui s'est passé à Paris, étant donné que beaucoup d'entre eux ont même voulu avoir cette initiative d'eux-mêmes avant qu'on ne l'organise. Donc ça a été un événement assez émouvant pour nous tous. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé de l'organiser et d'y apporter un peu une touche lycéenne. Les élèves ont utilisé leur créativité pour s'exprimer, là où parfois les explications des adultes et les longues conversations en classe ne suffisent pas. Ce mur d'expression en est le parfait exemple. Alors c'est une idée qui avait déjà été faite au préalable l'année dernière avec les attentats de Charlie Hebdo en janvier. Et on avait déjà eu cette idée et du coup on voit que ça se renouvelle. Donc du coup on a décidé de replacer encore de nouveau cette idée. Et donc voilà. Donc en fait ce que j'ai fait, j'ai inscrit au graphe comme on peut voir CVL, MDL, les représentations du lycée. Et ensuite chaque personne a rajouté des petits éléments pour montrer leur idée et ce qu'ils en pensaient en fait. Donc voilà. Rappelons que le rectorat
a demandé aux communautés éducatives, sous l'autorité des chefs d'établissement et des directeurs d'école, de favoriser la mise en place d'échanges, de dialogues au sein des classes afin de répondre aux interrogations des élèves. Et sachez que ce soir à 19h, un recueillement œcuménique est organisé par la Ligue des droits de l'homme et Amnesty International. Il aura lieu sur le parvis du lycée des droits de l'homme à Petit-Bourg. Demain, à l'appel du président de région Victorin Lurel, une marche silencieuse en mémoire aux victimes aura lieu à 16h dans les rues de Pointe-à-Pitre. Une marche pour la paix où il est demandé aux Guadeloupéens de venir habillés en blanc. Et notez d'ailleurs que demain, le Memorial Act fermera exceptionnellement ses portes à 15h. Des événements violents vécus par des milliers de personnes qui étaient notamment vendredi dernier au Stade de France. C'est le cas d'un Japonais qui vit en région parisienne. Nobukisa Agiwara enseigne le judo. Il se trouvait au Stade de France. Le lendemain, il prenait l'avion pour la Guadeloupe pour donner notamment des cours au CREPS. Jean-Luc Icard l'a rencontré. Il nous parle du moment où il entend les explosions et reçoit un SMS d'un ami qui l'informe des attentats. Mon copain qui m'a envoyé un message. Barre-toi, parce qu'il y a des attentats dans Paris partout, sur un SMS. Je me disais, oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Et donc j'ai pris le lien avec les explosions, que c'était une explosion vraie, quoi. C'était la réalité d'attentats. Donc j'essaie de me sauver le plus tôt possible. Alors que... Quand vous dites j'essaie de me sauver, vous faites quel parcours? Vous courez à l'intérieur du stade, vous sautez des sièges? Non, je me levais alors que les autres ils étaient encore assis et je me dirigeais tranquillement vers la sortie. Et effectivement, il y a pas mal de gens qui sortaient parce que déjà on gagnait 2-0, il ne reste plus qu'une minute et que les gens ne voulaient pas que tout le monde saute sur le RER. Déjà à la sortie c'est difficile, donc pour être tranquille, les gens ils commencent à sortir, à dégager un petit peu. Et tac, à la sortie là, il y avait quelques sécurités, pas mal de sécurité qui bloquaient certains endroits. Donc là, je commence à me dire quelque chose. On se dirigeait vers la gare. Voilà, là, il y avait une sécurité de périmétrage incroyable, avec les policiers de sécurité, puis hop, on voit le ciel, il y a l'hélicoptère qui circulait. Et avec le spot et tout, on se disait, tiens, c'est quelque chose de sérieux. Alors quand vous avez compris qu'il s'agissait vraiment d'attentats, qu'il y avait eu des coups de feu, des explosions, vous avez eu peur de rentrer chez vous? Ah oui, absolument. C'est la peur de circuler dans la rue en quittant le stade? Oui, parce que c'est la première fois que j'ai eu ce sentiment que j'allais peut-être avoir soit mourir, soit victime de je ne sais pas quoi. Et je voulais absolument sauver à tout prix. Mais comme on était tellement pris dans la foule et qu'on ne voulait pas bouger, mais la seule chose que j'espérais, c'est que les gens restaient calmes. Parce que si jamais cette foule qui commence à bouger n'importe quoi, on aurait risqué de faire des dégâts aussi avec le bousculement des gens. De son côté, un homme directement concerné a vécu ces attentats depuis la Guadeloupe. Il s'agit de Pascal Lalou. Jusqu'en septembre, il était à la tête du Bataclan où 89 personnes ont trouvé la mort. Pascal Lalou est également président du club de football de l'UGA Maccabi, d'où sa présence en Guadeloupe hier. Patrick Curie et Esmeralda Grell l'ont rencontré avant qu'il ne retourne en métropole. Quand on est à 8000 km d'un endroit où il se passe quelque chose d'aussi terrible, on en a des images, on en a une vue qui n'est pas la même que quand on va aller là-bas et qu'on va voir les lieux dévastés, la façon dont, comment ça va être pesant. Et ceux qui vivent l'accident ou ceux qui ont des proches dedans, eux, c'est indescriptible, la souffrance. Donc moi, je ne peux pas me mettre à ce niveau. Je n'ai pas souffert, je souffre en moi de ce qui se passe, mais c'est surtout les gens qui ont perdu des gens et qui ont vécu ça qu'on doit soutenir. Et concernant ces attentats, rappelons que le chef de l'État va demander le prolongement de l'état d'urgence pour 3 mois. Alors l'état d'urgence ne concerne pas les Outre-mer, en tout cas pour l'instant. Le plan Vigipirate renforcé, en revanche, reste appliqué. Le préfet de Guadeloupe a d'ailleurs demandé aux forces de gendarmerie et de police d'accroître les dispositifs de sécurité, notamment à l'aéroport. Des mesures en tout cas qui ne semblent pas perturber les voyageurs, comme l'a constaté Muriel Barlagne à l'aéroport Paul Caraïbes. Pour les agents de la PAF, le plan Vigipirate renforcé signifie une vigilance accrue. C'est le cas lors de la vérification des documents d'identité.
Dans les faits, ce sont les mêmes opérations, rien de perceptible pour les passagers. Idem pour les agents de sûreté qui, eux, opèrent ou contrôlent des bagages avant d'entrer dans la zone de piste. Pas de quoi déranger les passagers habitués à ces contrôles, surtout depuis les attentats du 11 septembre. Alors concernant notre passage des contrôles de sécurité, non, je n'ai pas constaté une différence particulière. Non, on a passé nos affaires comme d'habitude. Je pensais que ce serait même un peu plus renforcé puisqu'on a des aliments pour le bébé, notre bébé. Et bon, non, on est passé comme d'habitude. Donc voilà. Je trouve normal, compte tenu des circonstances, que le plan Vigipirate soit augmenté. Et, voilà, rien à signaler, c'est normal. Il n'y avait pas beaucoup de contrôle. C'était comme d'habitude? Comme d'habitude pour moi. Je trouve tout à fait logique que le plan Vigipirate soit renforcé et puis qu'il y ait plus de sécurité dans les aéroports. C'est tout à fait normal qu'il y ait des contrôles et il faut s'y soumettre de toute façon. Quand on n'a rien à se reprocher, on peut être contrôlé, il n'y a aucun problème. Oui, au niveau du contrôle du passage des portes, j'ai remarqué qu'il y avait un nouveau système. Je trouve ça très bien et c'est ce qu'il faudrait faire partout. Et dans toute zone où il y a beaucoup de va-et-vient, il devrait y avoir beaucoup de renforcement de ces plans Vigipirate. Pas d'inquiétude à l'idée de repartir pour Paris donc, mais une attention inhabituelle pour le téléviseur branché sur une chaîne d'information. Direction à présent notre grande région de la Caraïbe avec notamment des réactions après les attentats meurtriers de vendredi. Au chapitre santé, la Jamaïque appelle à plus de vigilance concernant la lutte des moustiques. Et puis la République dominicaine est dans le top 10 des destinations all-inclusive. Voici la Minute Caraïbe par Muriel Barlagne. La Caribbean Community, ou la communauté des Caraïbes, a fermement condamné les attaques terroristes perpétrées contre des civils innocents à Paris, tandis que les dirigeants régionaux ont également adopté une position similaire. Le secrétaire général de la CARICOM, Irwin Larocque, a adressé ses plus sincères condoléances aux parents et amis des 129 personnes qui ont perdu leur vie et a souhaité un prompt rétablissement aux plus de 350 qui ont été blessés lors des récents attentats revendiqués par l'État islamique. Le Premier ministre jamaïcain Portia Simpson Miller a réitéré sa condamnation absolue au terrorisme sous toutes ses formes et manifestations et a renouvelé son engagement à lutter contre ce fléau en coopération avec la communauté internationale. Le gouvernement du Guyana a quant à lui déclaré qu'il reconnaît l'islam comme une religion de paix et que la grande majorité des musulmans mènent une vie paisible et respectueuse des lois. Le ministère de la Santé a exhorté sa population à être plus vigilante et à nettoyer son environnement en détruisant les sites de reproduction du moustique Aedes aegypti qui propage le virus Zika ainsi que le chikungunya et la dengue. Cette recommandation est consécutive à l'annonce faite par l'Agence de la santé publique dans les Caraïbes, CARPHA, qui a indiqué que le virus Zika a été détecté dans une des nations appartenant à la communauté des Caraïbes, CARICOM. CARPHA n'a pas précisé le pays, mais l'Organisation panaméricaine de la santé, l'OPS, a indiqué que 5 cas du virus Zika ont été confirmés au Suriname. Le virus a déjà été signalé au Brésil, en Colombie et soupçonné en République dominicaine. L'agence de voyage TripAdvisor a communiqué son classement annuel des meilleures formules all-inclusive de la Caraïbe sur la base des avis et commentaires laissés par ces millions de voyageurs. Cette année, la République dominicaine a dominé le classement avec des hôtels qui ont occupé les 3 premières places, consolidant ainsi la popularité de sa destination. La Jamaïque et Cuba occupent la 4e et la 5e place. Retour en Guadeloupe, on va reparler de sport puisque notre département pourrait accueillir le premier tour de la Coupe Davis de tennis. C'est en tout cas ce que souhaite le nouveau capitaine de l'équipe de France de tennis Yannick Noah. Du 4 au 6 mars prochain, la France affronte le Canada. 3 villes, Trélazé, Albertville et Rouen, se sont déjà positionnées, mais la piste de la Guadeloupe a été largement évoquée. Les précisions d'Anne-Elisabeth Artsen. Face aux frappeurs canadiens, la meilleure chance de l'équipe de France techniquement, c'est la terre battue et de préférence en plein air. Donc Yannick Noah a pensé à cette période, au mois de mars, ça ne pouvait être que dans un pays chaud, et donc penser aux Antilles, d'autant plus que
les joueurs, en sortant de cette Coupe Davis, pourront tout de suite aller sur le circuit américain. En tout cas, ce serait une formidable opportunité pour la Guadeloupe, avec des retombées directes sportives et puis aussi des retombées indirectes considérables pour l'économie de la Guadeloupe. Il faut qu'il y ait un lieu capable de recevoir entre 4 000 et 5 000 personnes. À mes yeux, ce qui serait le plus approprié, ce serait le Vélodrome. La Fédération de tennis guadeloupéenne a donc rebondi sur l'occasion pour soumettre sa candidature à la Fédération française pour l'organisation de cette Coupe Davis. Coût estimé 800 000 €. Mais ça ne serait pas un problème pour Christian Forbin. Alors nous, on n'a pratiquement pas grand-chose à faire. C'est pratiquement toute l'équipe les techniciens de la Fédération française qui sont habilités. Ils ont l'habitude de Moscou. Vous savez, quand il y a une rencontre de Coupe Davis, 3 mois après, on sait quel pays, quelle nation on va rencontrer, le lieu, etc. Il faut être très réactif dans les 2-3 mois. Donc tout est encore possible pour nous. Le bureau fédéral de la Fédération française n'a pas encore entériné sa décision. Décision repoussée par la candidature tardive de la Guadeloupe qui est opposée à Rouen, Albertville et Trélazé. Même la Martinique et la Réunion avaient été évoquées par le capitaine Noah. Verdict le 4 décembre prochain. Et on vous tiendra bien sûr au courant. Avant de passer à la météo, cette information pratique avec vos coupures d'eau du jour. Depuis ce matin, 7 h, le secteur du Rézé aux Abîmes est privé d'eau potable en raison de travaux sur le réseau. Retour à la normale prévu aujourd'hui en début d'après-midi. On termine donc avec vos prévisions météo cet après-midi. Le ciel sera partagé entre les éclaircies et les passages nuageux. Des nuages qui pourront d'ailleurs donner lieu à de brèves averses. Au programme également, quelques coups de tonnerre annoncés dans la région de Saint-François. Les températures seront comprises cet après-midi entre 28 et 30 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Édition que vous pouvez bien sûr revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, une météo détaillée de notre région, suivie du journal de TF1 et de Petits secrets entre voisins. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir à 19 h pour toute votre actualité locale et régionale. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.